Toi et moi, nous le savons, cela fait longtemps que tu cherches une vie qui ne t'échappe pas des mains, une vie qui ne dépende pas du chaos extérieur, mais de la paix intérieure. Et pourtant, te voilà, à éteindre des incendies, à courir après tout, sauf après toi-même. Aujourd'hui, je veux te donner un petit choc. Un de ceux qui réveillent. Et te rappeler quelque chose que personne ne te dit, l'abondance, le bonheur et le sens ne surgissent pas par magie, ils se construisent. Et ils se construisent avec des habitudes. Des habitudes réelles, simples et profondes. Des habitudes issues de la philosophie stoïcienne, celle qui ne promet pas de miracle, mais de la clarté, de la force et une direction. Reste jusqu'à la fin, car la dernière habitude est celle qui différencie ceux qui désirent une vie meilleure de ceux qui la créent vraiment. Je te promets que la comprendre peut changer complètement ta façon d'avancer dans le monde. Mais avant de commencer avec la première habitude, si tu trouves ces vidéos utiles, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Commençons. Chaque matin, tu as deux options, commencer la journée en traînant les pieds, comme si le monde te devait quelque chose, ou bien respirer profondément, regarder ta vie en face et décider qu'aujourd'hui, au moins aujourd'hui, tu vas agir avec intention. Et oui, je le sais, ça sonne très bien quand je le dis. Moi-même, je me surprends parfois à penser, est-ce vraiment si difficile de ne pas se laisser emporter par le chaos dès la première minute? Crois-moi, c'est difficile. Mais ça se travaille. Et c'est là que réside la magie. Si tu y réfléchis, la plupart des gens ouvrent les yeux et sont déjà en retard pour penser, en retard pour ressentir, en retard pour choisir. Ils passent en mode survie avant même de sortir du lit. C'est comme si l'esprit avait un bouton secret disant « pilote automatique activé ». Et toi, sans t'en rendre compte, tu montes dans ce véhicule qui te conduit droit à la répétition de la même journée que d'habitude. Mais lorsque tu prends les rênes dès le matin, lorsque tu décides que ta matinée ne te gouvernera pas, la journée change. Et toi aussi. Dans la philosophie stoïcienne, c'était une évidence, conquiers tes premières heures et tu conquéras tes pensées, tes émotions et ta direction. C'est là qu'entre en jeu ce petit rituel dont je parle souvent. Simple, court, presque ridicule, mais profondément transformateur. Imagine que ton esprit est une pièce juste après le passage d'un ouragan, des papiers au sol, des vêtements sur les chaises, des choses dont tu ne sais même plus pourquoi elles sont là. Comment peux-tu travailler dans ce désordre? Comment prétends-tu avoir de la clarté si, dès le matin, la première chose que tu fais est d'ouvrir ton téléphone, de lire un message qui te perturbe, d'entrer sur les réseaux et d'absorber le bruit des autres? Tu ne peux pas. C'est impossible. Alors, avant que le monde ne te réclame, fais quelque chose de différent. Arrête-toi. Respire. Même quand je suis plus maladroit que d'habitude, je le fais, parce que ça fonctionne. Commence par mettre de l'ordre dans ton esprit avant le chaos. Tu peux le faire en moins de 2 minutes, je n'exagère pas. 2 minutes. Ferme les yeux, respire profondément et demande-toi, de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour aller bien? Parfois ce sera du calme. Parfois de la fermeté. Parfois du courage. Mais si tu ne le nommes pas, tu le perds. Ensuite, évite le pilote automatique, comme on évite une énorme flaque d'eau avant une réunion importante. Offre un geste conscient à ta matinée, ouvrir la fenêtre, boire de l'eau, étirer les bras, faire ton lit. Peu importe, mais que ce soit un choix de ta part. Ce petit geste envoie un message très puissant à ton cerveau, aujourd'hui, c'est moi qui décide. Et maintenant vient l'étape que je préfère, choisis une intention pour la journée. Pas une liste de rêves inatteignables. Une seule direction. Une seule phrase qui marque ton cap, par exemple, aujourd'hui, je pose des limites. Aujourd'hui, je vais lentement. Aujourd'hui, je n'entre pas dans des conflits inutiles. Ou encore, aujourd'hui, je me traite avec douceur. Cette intention agit comme un phare émotionnel. Quand l'inévitable arrivera, et il arrive toujours, tu sauras vers quoi revenir. Ensuite, crée une petite victoire dès le début de la journée. Il ne s'agit pas de sauver le monde avant le petit déjeuner. Il suffit d'accomplir quelque chose de gérable qui te donne le sentiment d'avoir déjà gagné. Cela peut être ranger ton bureau, envoyer ce message que tu repousses, faire les 5 premières minutes d'une nouvelle habitude, ou même, certains jours comme moi, simplement ne pas retourner au lit. L'important, c'est que cette victoire t'appartienne et qu'elle soit atteignable. Une victoire matinale change ton énergie, ta confiance et ta manière d'affronter ce qui vient ensuite. C'est comme si ton esprit disait, si j'ai déjà réussi ça,
je peux gérer le reste. Quand tu construis ainsi tes matinées, pas parfaites mais conscientes, la journée cesse de te piétiner. C'est toi qui la maîtrise, qui la canalise, qui la dirige. Et le meilleur, c'est que tu n'as pas besoin de méthodes compliquées ni de rituels d'une heure. Tu as simplement besoin de choisir de ne plus être spectateur, et de devenir protagoniste. Parce qu'au final, même si le monde va vite, c'est toi qui peux décider de la vitesse à laquelle tu le vis. Et crois-moi, commencer la journée ainsi change tout. Celui qui conquiert sa matinée conquiert son destin. Et lorsque tu as déjà pris les rênes de ton matin et que tu as décidé de ne plus vivre en pilote automatique, un autre défi apparaît alors, le bruit. Ce murmure constant qui ne vient pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Tu peux commencer la journée avec intention, oui. Mais si tu n'apprends pas à baisser le volume du monde, tu finis par retomber dans le même tourbillon. Et aucune intention ne résiste à cela. Je te le dis parce que moi-même, à plusieurs reprises, j'ai senti mon énergie s'échapper simplement parce que je ne filtrais pas ce que j'écoutais, ce que je regardais, ce que je laissais entrer dans ma tête sans demander la permission. Parfois, on oublie que la clarté ne se perd pas à cause d'un grand choc, mais à cause de petites fuites, la notification qui te distrait, l'opinion des autres qui te déstabilise, l'urgence des autres que tu confonds avec la tienne. C'est comme si chaque stimulus était un invité bruyant qui entre chez toi sans frapper. Et toi, par politesse, tu le laisses entrer, jusqu'au moment où tu te rends compte que tu ne peux même plus penser. Les stoïciens parlaient beaucoup de cela, si tu ne gardes pas la porte de ton esprit, n'importe quel bruit peut te gouverner. Réduire les stimuli n'est donc pas un acte d'isolement, mais un signe d'intelligence émotionnelle. Imagine que ton esprit soit un verre rempli d'eau. Maintenant, chaque fois que tu ouvres les réseaux sociaux, chaque fois que tu t'exposes aux plaintes des autres, chaque fois que tu réagis sans réfléchir, c'est comme si tu y versais un petit jet d'encre noire. Il n'en faut pas beaucoup pour que l'eau se trouble. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu te sens saturé, pourquoi tu n'as pas de calme, pourquoi il t'est difficile de te concentrer. Ce n'est pas un mystère. C'est simplement un excès de bruit. Et voici la clé, remplacer la réaction par l'observation. Cela semble simple, mais c'est un véritable super-pouvoir. Au lieu de répondre immédiatement, respire une seconde. Au lieu de t'accrocher au drame de quelqu'un, regarde-le sans l'absorber. Et lorsque tu sens que quelque chose te déstabilise, demande-toi, est-ce à moi ou est-ce à l'autre? Ce petit filtre change ton monde intérieur. Quand je le pratique, j'ai l'impression de ne plus être un simple seau dans lequel n'importe qui peut jeter ce qu'il veut. Je deviens quelqu'un qui choisit ce qu'il autorise et ce qu'il refuse. Viennent alors les micro-moments de silence conscient. Je ne parle pas de méditer 40 minutes, ni de devenir un moine illuminé. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je parle de pause de 10 secondes. 10 secondes. Tu travailles, tu t'arrêtes. Tu marches, tu respires. Tu es sur le point de dire quelque chose d'impulsif, tu fermes la bouche et tu observes ce que tu ressens. Ces silences sont comme si tu éteignais la radio une seconde, pour te rappeler que le monde ne va pas s'écrouler parce que tu t'arrêtes. Lorsque tu les intègres dans ton quotidien, ton esprit cesse de courir et commence à s'écouter. C'est comme si tu rentrais chez toi. Et parler de silence conscient nous amène au dernier point, faire de la place pour écouter ce dont tu as réellement besoin. Car tu n'as pas besoin de plus de bruit. Tu as besoin de plus d'honnêteté envers toi-même. Tu dois savoir quand tu es fatigué, quand tu te forces, quand tu fais quelque chose par obligation et non par conviction. Mais tu ne peux pas t'entendre si tu es constamment distrait. C'est comme vouloir écouter un murmure au milieu d'une discothèque. C'est impossible. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace pour te retrouver. Lorsque tu réduis les stimuli, lorsque tu remplaces la réaction par l'observation, lorsque tu introduis de petits moments de silence et lorsque tu t'accordes la permission de t'écouter, le calme apparaît de lui-même. Tu n'as pas besoin de le poursuivre, il suffit d'arrêter de le bloquer. Et alors, quelque chose de magnifique se produit. Tu commences à mieux te comprendre, à décider avec plus de clarté, à vivre avec moins de précipitation et plus de sens. Tu deviens quelqu'un qui, au lieu de se laisser emporter par ce qui se passe à l'extérieur, maintient ce qui se passe à l'intérieur. Et crois-moi, arrivé à ce point, il n'y a pas seulement moins de bruit, il y a plus de vie. Celui qui apprend à s'écouter cesse de se confondre avec le bruit du monde. Et lorsque tu commences à faire baisser ce bruit et que tu retrouves un peu de paix mentale, quelque chose qui a toujours été là apparaît soudain avec clarté, tu passes la moitié de ta vie à te battre contre des choses qui ne dépendent pas de toi.
C'est étrange, plus tu es calme, plus cette habitude absurde de vouloir contrôler l'incontrôlable devient évidente. Et je ne dis pas cela en théorie. Moi aussi, j'ai eu des jours où je me surprenais à serrer les dents face à des situations que, même en étant un super-héros, je n'aurais pas pu changer. C'est là que les stoïciens ont visé juste. Ils comprenaient quelque chose que nous oublions sans cesse aujourd'hui, ne souffre pas pour ce que tu ne peux pas bouger. Cela semble simple, mais la vie arrive et te met à l'épreuve. On t'annonce une mauvaise nouvelle. Quelqu'un agit de manière injuste. Quelque chose se casse, quelque chose est retardé. Quelque chose ne se passe pas comme tu le voulais. Et ton premier réflexe est de résister. De te disputer avec la réalité. De te mettre en colère contre l'univers entier comme s'il t'arnaquait. Et la seule chose que tu obtiens, c'est de l'épuisement. Accepter rapidement ce qui ne dépend pas de toi, ce n'est pas abandonner, c'est mûrir émotionnellement. C'est arrêter de pousser des murs pour commencer à ouvrir des portes. Imagine que tu es dans une rivière. Tu veux avancer, mais tu t'entêtes à ramer à contre-courant. Tu t'épuises, tu te frustres, tu t'énerves et tu n'avances pas. Jusqu'au jour où tu cesses de résister et tu découvres que, lorsque tu arrêtes de lutter contre l'eau, tu peux utiliser sa force en ta faveur. Avec la vie, c'est la même chose. C'est ici qu'entre quelque chose qui, personnellement, a changé toute ma perspective, identifier ton cercle d'influence quotidien. Pas le cercle théorique, pas celui que tu aimerais avoir, mais celui qui est réel. Demande-toi chaque matin, qu'est-ce que je peux réellement transformer aujourd'hui ? Peut-être que tu ne peux pas changer une personne, mais tu peux changer ta réponse. Peut-être que tu ne peux pas accélérer un processus, mais tu peux mieux te préparer. Peut-être que tu ne peux pas contrôler une situation extérieure, mais tu peux contrôler la manière dont ta propre pensée te parle. Ce cercle est souvent plus petit que ce que nous aimerions, mais il est 100 fois plus puissant que nous ne l'imaginons. Lorsque tu reconnais cet espace d'influence, tu relâches l'anxiété générée par la résistance. Car, au fond, l'anxiété, c'est de l'énergie qui lutte contre l'inévitable. C'est comme avoir un nœud dans la poitrine parce que tu veux que quelque chose soit différent sans accepter que ce ne le soit pas. Et plus tu luttes, plus ce ne se serre. Quand je l'identifie, je sens presque physiquement quelque chose se desserrer à l'intérieur. Comme si mon corps disait, enfin, il était temps d'arrêter de te battre contre des fantômes. Et c'est alors qu'arrive l'étape la plus libératrice, agir uniquement sur ce que tu peux réellement transformer. Pas sur ce que tu désires. Pas sur ce que tu rêves de contrôler. Pas sur ce que tu aimerais que les autres fassent. Uniquement sur ce qui dépend de toi. Et il se produit un phénomène étrange, en te concentrant seulement sur ta part, tu récupères une énergie dont tu ne soupçonnais même pas la perte. Tu deviens plus pratique, plus efficace, plus léger. Et oui, plus libre. Cette façon de faire ne te rend pas froid ni distant. Elle te rend réaliste. Elle te connecte à la vie telle qu'elle est, et non telle que ton esprit anxieux voudrait qu'elle soit. À partir de là, tu prends de meilleures décisions. Tu t'épuises moins. Et ton calme cesse d'être un luxe pour devenir un style de vie. Parce que lorsque tu choisis de te concentrer sur ce que tu peux contrôler, tu ne changes pas seulement ta journée, tu changes ta manière de la vivre. Celui qui apprend à distinguer ce qu'il contrôle de ce qu'il ne contrôle pas cesse d'être prisonnier de sa propre pensée. Et lorsqu'enfin tu commences à te concentrer uniquement sur ce qui dépend de toi, quelque chose d'étonnant se produit, un espace intérieur plus grand que prévu apparaît. Mais si tu ne le remplis pas avec quelque chose de sain, il finit par se remplir à nouveau de plaintes, de comparaisons et de pensées grises qui viennent gâcher ta journée. C'est comme nettoyer une pièce et laisser la porte ouverte. Si tu n'y mets pas quelque chose de beau, elle se remplira de nouveau de désordre. C'est là qu'intervient la gratitude. Et la gratitude n'est pas une mièvrerie bon marché. C'est un outil émotionnel d'une puissance immense, que même les stoïciens pratiquaient, sans forcément l'appeler ainsi, mais comme un exercice de reconnaissance consciente. La première chose que tu dois comprendre, c'est que la gratitude n'apparaît pas toute seule. Elle s'entraîne. De la même manière que tu renforces un muscle, tu renforces ton regard. Et cela commence par quelque chose d'aussi simple que reconnaître le petit comme s'il était immense. Cela paraît insignifiant, mais ça ne l'est pas. Quand tu apprécies les détails du quotidien, un café chaud, une conversation agréable, l'absence de douleur, le fait d'avoir un toit, ton esprit change de fréquence. Moi-même, lors de journées particulièrement maladroites, je m'oblige à regarder le minimum. Et ça fonctionne. Parce que le cerveau,
lorsque tu l'éduques, apprends à voir de la lumière là où, auparavant, il ne voyait que de la routine. Vient ensuite le pas suivant, remplacer la plainte par une appréciation consciente. Et je ne parle pas de tout nier, ni de devenir une sorte d'hippie heureux qui sourit pendant que le monde s'écroule. Je parle d'entraîner une habitude mentale. Chaque fois que tu t'entends te plaindre, demande-toi, qu'est-ce qui fonctionne ici? Non pas pour justifier quoi que ce soit, mais pour rééquilibrer la balance. La plainte épuise. L'appréciation recharge. C'est aussi simple que ça. C'est comme remplacer une ampoule grillée par une autre qui éclaire vraiment. Et oui, je sais qu'il existe des jours compliqués, où la dernière chose dont tu as envie est de chercher le bon côté des choses. Mais c'est justement dans ces moments-là que la gratitude devient la plus précieuse. Car elle ne dépend pas d'une journée parfaite, elle dépend de ta volonté de regarder avec un autre regard. Imagine que ta journée soit comme une vitre couverte de buée. Tu peux rester là à ne voir que l'humidité et l'opacité. Ou bien tu peux nettoyer un petit cercle et regarder ce qu'il y a derrière. La vie ne cesse jamais de t'offrir quelque chose. Même quelque chose de minuscule, de fragile, de discret. Et parfois, comme cela m'arrive à moi, ce minuscule détail suffit à empêcher la journée de s'écrouler. Pour conclure cet entraînement, il existe une pratique simple qui change plus de choses qu'on ne le croit. Faire, le soir, un inventaire de tes bénédictions. Pas besoin d'écrire un livre. 3 choses suffisent. Avant de dormir, repasse ta journée en revue. Qu'est-ce qui t'a fait du bien? Qu'est-ce qui s'est mieux passé que prévu? Quel geste, quelle parole ou quel moment en valait la peine? Faire cet exercice, c'est comme mettre de l'ordre sur une étagère mentale. Tu te couches plus paisible. Ton corps ralentit. Et ton esprit cesse de s'obséder sur ce qui a manqué pour commencer à se concentrer sur ce qui a existé. Commence par l'essentiel. Interprète chaque défi comme un entraînement. Imagine que ta vie soit une salle de sport émotionnel. Tu ne peux rien renforcer sans résistance. Tu ne peux pas développer le calme sans chaos, ni la résilience sans épreuve, ni la clarté sans avoir d'abord traversé la confusion. Chaque difficulté qui apparaît, une dispute, une déception, un plan qui tourne moins bien que prévu, c'est comme soulever un poids plus lourd que tu ne le voudrais. Cela fait mal, cela te pousse hors de ta zone de confort, cela t'agace, mais en même temps, cela te façonne. Lorsque tu vois les défis sous cet angle, ils cessent d'être des ennemis et deviennent des enseignants. Et là surgit une question puissante, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Ce n'est pas une phrase de motivation inscrite sur une tasse du matin. C'est un véritable outil. Chaque fois que la vie te sert un peu plus, ton esprit a tendance à réagir par la plainte, la frustration ou le refus. Mais lorsque tu introduis cette question, quelque chose change. C'est comme si tu actionnais un interrupteur qui transforme le chaos en clarté. Quand je prends le temps de me la poser, je sens la tension diminuer et une nouvelle perspective apparaître, une perspective qui était jusque-là dissimulée derrière le bruit des émotions. Vient ensuite quelque chose de plus profond, transformer la douleur en concentration. Il ne s'agit pas de glorifier la souffrance, mais de comprendre que, dans chaque coup reçu, se cache une information que tu peux utiliser. Peut-être découvriras-tu une limite que tu ignorais, une relation qui ne te fait plus de bien, une attente impossible, ou une force intérieure que tu ne soupçonnais pas. La douleur ne te détruit pas lorsque tu l'utilises comme une boussole. C'est comme allumer une lampe torche dans un tunnel. Il fait toujours sombre, mais désormais, tu vois par où avancer. Et nous arrivons ici au point le plus difficile, rester calme lorsque la vie se fait pressante. Je sais que cela peut sembler presque insultant au cœur de la tempête. Mais le calme n'est pas l'absence de problèmes. C'est la capacité de ne pas les multiplier. C'est respirer quand ton esprit veut s'emballer. C'est marquer une pause quand ton ego veut réagir. C'est te rappeler que tu n'es pas tes émotions, mais celui qui est capable de les observer. Lorsque tu y parviens, ne serait-ce que quelques secondes, tu reprends ton pouvoir. Car le chaos extérieur n'a alors plus autant d'impact sur ton esprit. À mesure que tu pratiques cela, tu comprends que l'adversité ne vient pas pour te détruire, mais pour te révéler. Pour te montrer où il te manque encore de la force, où tu dois poser des limites, où tu nourris trop de peur, où il te manque de la confiance. Et quand tu commences à te relier au défi de cette façon, la sensation de simplement survivre se transforme en une sensation de croissance. Ce n'est pas que la vie devient plus facile, c'est toi qui deviens plus capable. Celui qui apprend à utiliser l'adversité transforme chaque coup en un pas en avant. Et lorsque tu commences à voir l'adversité comme une enseignante plutôt que comme une ennemie,
quelque chose de précieux se produit. Tu réalises que beaucoup de choses qui t'épuisent ne viennent pas des coups que la vie t'inflige, mais de l'excès que tu accumules toi-même sans t'en rendre compte. C'est comme porter un sac rempli de petites pierres. Aucune ne semble vraiment lourde, mais ensemble, elles t'enlèvent tout ton souffle. C'est là, précisément là, qu'apparaît la nécessité de simplifier. Simplifier ne signifie pas vivre avec moins pour le simple fait de vivre avec moins, ni devenir une personne obsessionnellement minimaliste à compter chacun de ses objets. Simplifier, c'est un acte d'honnêteté. C'est te demander quels engagements, quelles habitudes et quelles routines t'accompagnent réellement, et lesquelles te retiennent prisonnier. Lorsque tu réduis les engagements qui te volent ton énergie, tu commences à sentir que ton esprit respire mieux. Tout ce que tu acceptes n'est pas nécessaire. Toute invitation ne mérite pas un « oui ». Toute obligation n'est pas réellement la tienne. Souvent, nous accumulons des engagements par peur de décevoir, par inertie ou par habitude, puis nous nous demandons pourquoi nous sommes épuisés. Je l'ai vécu moi aussi, bien plus de fois que je ne voudrais l'admettre. Ensuite vient une étape qui paraît simple, mais qui demande un énorme effort, faire un grand nettoyage mental, émotionnel et numérique. Notre esprit est rempli de pensées qui ne nous servent plus. Notre mémoire émotionnelle conserve des histoires qui auraient dû disparaître depuis longtemps. Et nos appareils, eux, soyons honnêtes, sont un piège en soi, notifications, emails non lus, applications inutiles, conversations qui ne font que produire du bruit. C'est comme avoir une pièce avec trop de fenêtres ouvertes, la poussière entre de partout. Mais lorsque tu en fermes quelques-unes, tu retrouves soudain le contrôle et le calme. Puis vient le point qui sépare ceux qui avancent de ceux qui restent bloqués, éliminer les habitudes qui ne te rapprochent pas de ton but. Ici, l'autojustification nous est d'un certain secours. Nous savons tous quels sont les habits qui nous épuisent, qui nous distraient, qui nous éloignent de la personne que nous voulons devenir. C'est comme essayer de courir un marathon avec des chaussures en plomb. Peu importe ta force, tu finis toujours épuisé. Moi-même, j'ai dû abandonner certaines routines qui me divertissaient beaucoup, mais qui m'apportaient peu. Et lorsque je les ai laissées partir, j'ai compris à quel point une habitude apparemment innocente peut coûter cher. Finalement, simplifier, c'est apprendre à vivre à partir de l'essentiel, et non de l'excès. L'essentiel n'est pas toujours ce qu'il y a de plus spectaculaire, mais c'est ce qu'il y a de plus nourrissant. C'est ce qui te soutient, ce qui te relie, ce qui te fait te sentir aligné avec ta propre vie. Vivre à partir de l'essentiel, c'est comme nettoyer une vitre sale. Tu ne changes pas ce qu'il y a dehors, mais tu vois tout avec plus d'honnêteté. Et tu réalises que tu n'as pas besoin d'autant de choses que ton esprit te le faisait croire. Tu as besoin de vérité, de direction, de présence et d'espace pour respirer. Lorsque tu commences réellement à simplifier, la vie s'ordonne d'elle-même. Tes journées deviennent plus légères, tes décisions plus claires, tes projets plus stables. Et ce qui est curieux, c'est qu'en retirant ce qui est superflu, tu découvres ce qui a toujours été là, mais caché, ton énergie, ta concentration, ta paix. Simplifier, ce n'est pas perdre. C'est récupérer ce que tu n'aurais jamais dû abandonner, ton équilibre. Celui qui vit à partir de l'essentiel cesse de se confondre avec ce qui ne fait que l'encombrer. Et lorsque tu commences à simplifier ta vie et à enlever tout ce qui est en trop, une découverte apparaît, et elle peut être un peu inconfortable, tu n'as plus d'excuses. Quand il y a moins de bruit, moins d'engagements inutiles et moins de distractions, ce qu'il reste, c'est toi, et ce que tu fais chaque jour. C'est alors qu'entre en jeu un ingrédient que beaucoup veulent éviter, parce qu'il semble ennuyeux, rigide ou trop sérieux, la discipline. Mais je te le dis par expérience, même à partir de mes propres jours de désordre mental, la discipline libère. La majorité des gens pensent que la discipline est une sorte de prison émotionnelle, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. C'est la capacité de diriger ton énergie vers ce qui te fait du bien, et non vers ce qui te divertit. C'est cultiver de petites habitudes, simples mais constantes, qui sont les seules à pouvoir réellement soutenir ton bien-être sur le long terme. Imagine que tu veuilles remplir un grand réservoir avec un simple verre d'eau. Cela semble impossible. Jusqu'au jour où tu comprends que, si tu verses ce verre chaque jour, le réservoir finit par se remplir. C'est ainsi que fonctionnent les habitudes. Tu n'as pas besoin d'intensité. Tu as besoin de répétition. Et même si, parfois, moi aussi je préférerais des résultats rapides, j'ai appris que ce qui se construit lentement dure plus longtemps. Puis vient l'une des parties les plus importantes, et aussi les plus difficiles, tenir parole envers toi-même. Tu peux décevoir n'importe qui et survivre. Mais quand tu te trahis toi-même,
quelque chose se brise à l'intérieur. Chaque promesse non tenue, commencer une habitude, en arrêter une autre, faire ce que tu sais devoir faire érode peu à peu ton estime de toi. C'est comme si tu effaçais ta propre signature. À l'inverse, lorsque tu tiens ta parole, même pour une chose minuscule, tu récupères une force intérieure. Tu crois plus en toi, tu te respectes davantage, et tu te sens mieux. C'est ici que beaucoup de gens restent bloqués. Ils attendent de se sentir motivés. Mais la motivation est capricieuse. Elle vient quand elle veut, elle part quand ça lui chante, et elle ne prévient jamais. C'est comme un ami qui n'apparaît que lorsqu'il est de bonne humeur. Tu ne peux pas dépendre d'elle. C'est pourquoi tu dois remplacer la motivation par la constance. La constance est parfois ennuyeuse, oui. Elle n'a rien de glamour. Mais la motivation, à elle seule, ne pourra jamais te donner de vrais résultats. Si tu attends d'être inspiré tous les jours, tu n'avanceras jamais. En revanche, si tu fais ce qui est nécessaire, même sans envie, tu construis ton caractère. Et crois-moi, le caractère te mènera bien plus loin que l'inspiration. Vient ensuite la partie pratique, construire une routine qui te rapproche de tes objectifs. Pas une routine parfaite, militaire ou rigide. Mais une routine réaliste, humaine, flexible, et pourtant ferme. Comme une route bien tracée. Tu peux rouler plus vite ou plus lentement. Tu peux t'arrêter un instant. Tu peux même faire un léger détour. Mais tu sais où tu vas. Lorsque ta routine est alignée avec tes objectifs, avancer cesse d'être un effort permanent et devient simplement ton mode de vie. Et, pour être honnête, c'est cette partie qui transforme le plus les personnes. La routine leur permet d'observer leur propre croissance, puis de commencer à la diriger. Les stoïciens parlaient de vivre avec une direction, et non au hasard. La discipline t'offre cela, une direction. Elle te libère du chaos, de l'inertie et de la paresse mentale. Elle te libère de la dépendance à ton état émotionnel du moment. Elle te libère d'être l'esclave de tes impulsions. Lorsque tu comprends que la discipline ne t'enlève pas ta liberté mais qu'elle te la rend, tu commences à la voir comme un acte d'amour envers toi-même. Car chaque habitude maintenue, chaque promesse tenue, chaque petit pas te rapproche silencieusement de la vie que tu veux vivre. La discipline n'est pas dure. Ce qui est vraiment dur, c'est de vivre sans elle. Celui qui reste fidèle à lui-même conquiert la vie qu'il désire. Et quand la discipline commence à soutenir ta vie de l'intérieur, tu découvres quelque chose d'inattendu, des habitudes solides ne servent à rien si ton esprit ne fait que voyager sans cesse. Tu peux avoir la meilleure routine du monde, mais si tu es physiquement à un endroit et mentalement dans 30 autres, ta journée t'échappe. Et c'est curieux, car plus le rythme du monde devient exigeant, plus il est difficile d'être pleinement présent, mais plus cela devient nécessaire. C'est là qu'intervient la véritable pratique, ramener l'esprit à l'instant présent. La première étape consiste à apprendre à observer tes pensées sans t'y laisser piéger. Ton esprit produit des idées, des souvenirs, des peurs, des scénarios imaginaires, comme une usine qui ne ferme jamais. Mais tu n'es pas l'usine, tu es celui qui l'observe. Je te le dis parce qu'il m'arrive, moi aussi, de me surprendre enfermé dans une pensée qui avait commencé de façon innocente et qui s'est transformée en véritable roman de terreur psychologique écrit par mon cerveau en 5 minutes. La philosophie stoïcienne nous avertissait déjà, ne souffre pas pour les histoires que ton esprit invente à propos de la vie. Lorsque tu apprends à observer tes pensées de l'extérieur, elles cessent de te dominer. Elles deviennent des nuages que tu regardes passer, et non des tempêtes qui t'emportent. Vient ensuite un exercice qui semble si évident qu'il en devient presque embarrassant de devoir le rappeler, ramène ton attention sur ce que tu fais maintenant. Si tu manges, mange vraiment. Si tu parles, écoute. Si tu marches, sens chacun de tes pas. Tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement. L'attention au présent est comme une lampe torche, elle éclaire ce sur quoi elle se pose. Si tu la tournes vers le passé, tu ravives des choses qui n'existent plus. Si tu la projettes dans le futur, tu inventes des problèmes qui n'arriveront peut-être jamais. Mais si tu la gardes dans le présent, tu trouves la stabilité. Et justement, à propos de l'avenir, évite de te projeter dans des futurs imaginaires. C'est le sport préféré de l'esprit anxieux. Ta tête commence à créer des scénarios, des possibilités, des menaces invisibles, des dialogues qui n'auront jamais lieu, des tragédies inventées. Et lorsque tu t'en rends compte, tu es déjà en train de t'agiter pour des choses qui n'existent que dans ton imagination. C'est comme si ton esprit avait un réalisateur de cinéma qui insiste pour tourner un film dramatique tous les 2 jours,
alors qu'il n'y a pas assez de budget émotionnel pour cela. Quand tu te surprends en train de projeter, rappelle-toi simplement, ceci n'est pas en train d'arriver. Je suis seulement en train d'y penser. Pour revenir de ces voyages mentaux, relie le corps, la respiration et l'action. Cela semble simple, mais c'est incroyablement efficace. Quand ton esprit s'emballe, ton corps, lui, sait toujours comment te ramener à l'instant présent. Respire profondément, sens tes mains, remarque ta posture, prête attention à tes mouvements. C'est comme si le corps était l'ancre qui empêche le bateau de ton esprit d'être emporté par le courant. Je pratique cela moi-même, même durant les journées les plus chaotiques. Je prends quelques respirations conscientes et je sens mon esprit revenir à sa place, ne serait-ce que pour un instant. Être présent ne signifie pas éteindre l'esprit ni vivre comme un moine au sommet d'une montagne. Cela signifie se souvenir que la seule chose réellement existante, c'est cet instant-ci. Que ton pouvoir est ici, pas dans ce qui est déjà passé ni dans ce que tu imagines qui pourrait arriver. Et lorsque tu fais du présent ta maison, et non un simple lieu de passage, tout commence à s'ordonner. Ton anxiété diminue, ta clarté augmente, et ta vie devient plus habitable, parce que lorsque tu es dans l'instant, tu peux enfin vivre, au lieu de seulement penser. Celui qui apprend à être présent retrouve la paix qui a toujours été en lui. Mais quand tu commences à entraîner ton esprit à vivre dans le présent, tu découvres parfois quelque chose que tu préférerais ne pas voir, beaucoup de tes préoccupations ne viennent pas de tes pensées, mais de tes relations. Tu peux être très centré, très conscient, très serein, si tu t'entoures de personnes qui te vident de ton énergie, qui compliquent ta vie ou qui fonctionnent comme un gouffre émotionnel sans fond, ta paix finit par s'évaporer. C'est là qu'il faut avoir le courage de regarder ce qui est le plus difficile à affronter, qui laisses-tu entrer dans ta vie, et qui laisses-tu y rester. Les relations qui nourrissent ne sont pas un luxe, ce sont un pilier émotionnel. Et je ne parle pas de personnes parfaites, lumineuses ou extrêmement matures, cela n'existe pas. Je parle de personnes qui additionnent, et non de celles qui soustraient. De personnes qui t'apportent de la tranquillité et non de l'angoisse, de la clarté plutôt que du chaos. Des personnes avec qui tu peux être toi-même sans te sentir jugé, sans jouer un rôle, sans peser chaque mot. Parfois, quand je me sens plus dépassé que d'habitude, je réalise que ce n'est pas seulement le stress. C'est quelque chose de plus profond, le manque de cohérence entre ce que je donne et ce que je reçois. Bien souvent, tu donnes ton énergie, ton temps, ton écoute, ton soutien, et ce que tu reçois en retour, ce sont des silences gênants, des critiques déguisées ou des exigences sans fin. Puis tu te demandes pourquoi tu es émotionnellement épuisé. C'est comme arroser une plante en plastique en espérant qu'elle fleurisse, cela n'arrivera pas. Il faut de l'équilibre. Si tu offres de la lumière et que l'on te renvoie constamment de l'ombre, ce n'est pas une relation. C'est une usure. Et je sais que ce qui vient maintenant est l'une des choses les plus difficiles à mettre en pratique, mais c'est aussi là que réside la vraie croissance, apprendre à poser des limites sans culpabilité. Un limite n'est pas un mur, c'est une porte avec une serrure. Ce n'est pas une agression, c'est une protection. Ce n'est pas de la distance, c'est de la clarté. La culpabilité apparaît parce que nous croyons qu'un limite fait du mal à l'autre, alors qu'en réalité, un limite évite les blessures, les tiennes comme celles des autres. Être clair ne fait pas de toi une personne froide, mais une personne honnête. Même les stoïciens parlaient de protéger l'âme en s'entourant de ce qui la renforce et en s'éloignant de ce qui la corrompt. Et bien sûr, rien de tout cela ne fonctionne si tu ne sais pas communiquer avec honnêteté et respect. Parler clairement ne signifie pas parler durement. Cela signifie exprimer ce dont tu as besoin sans attaquer, dire ce que tu ressens sans dramatiser, et demander ce qui est juste pour toi sans craindre que l'autre soit inconfortable. Les conversations honnêtes sont comme le nettoyage d'une vitre embuée. Au début, cela demande un effort, cela peut même faire un peu mal. Mais ensuite, tu vois tout beaucoup mieux. Lorsque tu parles à partir de la vérité, même si ta voix tremble légèrement, la relation s'améliore, ou bien elle se révèle telle qu'elle est réellement. Et dans les deux cas, c'est un pas en avant. Avec le temps, tu comprends que t'entourer de personnes qui te nourrissent n'est pas un luxe, c'est une forme de survie émotionnelle. Donner sans recevoir finit par te briser. Te taire pour éviter le conflit t'éteint. Laisser les excès des autres t'envahir et te vole ta paix. Et une relation qui ne vit que de ton énergie n'est pas une relation. C'est une consommation. Quand tu choisis consciemment à qui tu permets d'entrer dans ta vie, et depuis quel espace intérieur tu te laisses aux autres, quelque chose en toi s'aligne. Ton esprit se sent plus protégé, ton cœur plus tranquille. Tu te sens plus léger.
Alors tu découvres une vérité que beaucoup mettent toute une vie à comprendre, tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes. Tu as besoin de bonnes personnes. Et quand tu les trouves, la vie devient plus douce. Celui qui prend soin de ses relations prend soin de sa paix. Et lorsque tu commences à t'entourer de relations qui te nourrissent réellement, quelque chose d'autre, presque inévitable, se produit, ta vie commence à s'ordonner. Et alors apparaît une question que tu ne peux plus éviter. Pourquoi est-ce que je fais tout cela? Que veux-je construire? Qu'est-ce qui me motive vraiment? Car tu peux avoir le calme, la discipline, la présence et de bonnes fréquentations, mais si tu ne sais pas où tu vas, tout reste inachevé. C'est comme avoir une voiture impeccable, le réservoir plein et une magnifique carte, mais pas de destination. Tu bouges, oui, mais tu n'avances pas. C'est là qu'entre en jeu le sens, le but. Et je ne parle pas d'une phrase banale ou d'une jolie biographie. Je parle de ta raison d'être. De ce qui, quand tu le nommes, provoque en toi un déclic. Définir ce qui te fait avancer, et pourquoi cela te fait avancer, est le premier pas vers une vie menée avec intention. Nous croyons parfois que le sens de la vie doit être quelque chose de grandiose, presque épique, alors qu'en réalité il est souvent humble, concret, quotidien. Mais quand tu le découvres, il change ta manière d'être au monde. Je l'ai vu en moi et chez tant d'autres, la vie cesse de paraître lourde quand tu sais dans quelle direction pousser. Une fois que tu as identifié ce qui te motive, tu dois consacrer chaque jour un peu de temps à ce qui te fait grandir. Pas une fois par mois. Pas seulement quand tu en as envie. Pas uniquement quand la journée est parfaite. Mais chaque jour, même quelques minutes. La croissance ne se produit pas par une inspiration divine, mais par une présence constante. C'est comme arroser une plante, si tu ne le fais que lorsque tu t'en souviens, elle meurt. Si tu le fais chaque jour, elle fleurit, même si tu oublies parfois que tu la nourris. Il en va de même pour toi. Les stoïciens le savaient bien, ton sens se renforce dans la répétition, pas dans l'enthousiasme du début. Ensuite vient quelque chose de crucial, aligner tes décisions avec ta raison d'être. C'est ici que beaucoup se perdent. Ils savent ce qu'ils veulent, mais ils n'ajustent pas leur vie en conséquence. Ils disent que leur priorité est la santé, mais vivent en pilote automatique. Ils disent que leur rêve est un projet, mais ils le repoussent chaque semaine. Ils disent rechercher la paix, mais ils s'engagent dans chaque bataille. Quand tes décisions ne correspondent pas à ton objectif profond, ton énergie se disperse. C'est comme essayer d'allumer un feu avec des allumettes mouillées, c'est impossible. Mais lorsque tu alignes tes choix, même les plus petits gestes prennent du sens. Et finalement, tout cela t'amène à une idée encore plus profonde, construire une vie qui laisse une trace, et non du bruit. Le bruit s'efface vite, les courses, les achats, les disputes, les impulsions, les distractions. Mais la trace, elle, demeure. Elle n'a pas besoin d'être visible par le monde entier. Il suffit qu'elle soit réelle dans ton monde, tes relations, tes valeurs, ta paix. Construire une vie pleine de sens ne signifie pas vivre intensément, mais intentionnellement. Cela signifie que chaque pas, même minuscule, pointe vers quelque chose qui a un sens pour toi. Quand tu trouves ton but et que tu le mets en action, la vie cesse de te sembler chaotique. Tu commences à ressentir une sorte d'ordre intérieur, comme si chaque pièce venait enfin trouver sa place, là où il n'y avait auparavant que du désordre. Et le plus beau, c'est que tu n'as plus besoin de te comparer aux autres, de courir sans raison ou de prouver quoi que ce soit. Il te suffit d'avancer un peu chaque jour, avec cohérence, avec présence, avec authenticité. Car au fond, ce qui compte n'est pas le nombre de choses que tu fais, mais le nombre de choses qui reflètent réellement qui tu es. Celui qui vit à partir de son but transforme chaque jour en une direction, et non en un simple faux pas. Et lorsque tu commences à vivre avec un véritable objectif, quelque chose de très curieux se produit, tu deviens beaucoup plus conscient de ton énergie. Tu ne la gaspilles plus à la légère. Tu fais attention à quoi tu la consacres, avec qui tu la partages, et où elle s'échappe sans que tu t'en rendes compte. C'est comme si, tout à coup, tu comprenais que ton énergie n'est pas une ressource infinie, mais un compte bancaire émotionnel que tu dois apprendre à gérer avec sagesse. Sinon, il se vide, et alors viennent l'épuisement, la frustration, l'apathie. Et tu te demandes ce qui ne va pas, alors que, depuis longtemps déjà, ton énergie s'écoulait par de petites fuites invisibles. La première étape est d'observer qui et quoi te fatigue sans que tu t'en rendes compte. Car oui, certaines personnes t'épuisent plus qu'une journée entière de travail. Et certaines situations, apparemment inoffensives, te volent ta clarté, ton attention et ta paix. Parfois,
ce n'est pas le grand problème qui t'épuise, mais ces petits frottements constants, ces conversations qui te laissent tendu, ces engagements que tu acceptes par automatisme, ces habitudes inconscientes qui te consument. Moi-même, lorsque je me sens plus irritable que d'habitude, je fais une sorte de scan mental. Et presque toujours, je découvre une fuite d'énergie passée inaperçue. La corriger suffit souvent à transformer totalement ma journée. Voici maintenant quelque chose de fondamental, apprendre à dire non dans le calme, et non depuis la culpabilité. Car la culpabilité est la première raison pour laquelle les gens disent oui à des choses qu'ils ne veulent pas faire. Et ensuite, bien sûr, ils se plaignent en silence, s'épuisent en excès et vivent avec le sentiment que les autres leur passent dessus. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte d'hygiène mentale. Et comme toute habitude saine, cela dérange au début. Mais lorsque tu le fais depuis le calme et non depuis la colère, les excuses ou la tension, tout change. Un non paisible vaut davantage que 100 oui remplis de ressentiment. Le troisième point est quelque chose que tout le monde connaît, mais que presque personne ne pratique réellement, prioriser un véritable repos pour penser avec clarté. Le vrai repos, ce n'est pas s'allonger avec son téléphone, ni regarder une série tout en avalant son stress, ni dormir mal parce que tu as emporté tes préoccupations dans ton lit. Le vrai repos, c'est offrir à ton corps et à ton esprit l'espace nécessaire pour se réinitialiser. Les stoïciens parlaient de l'importance de garder l'esprit clair pour prendre de bonnes décisions. Lorsque tu dors bien, lorsque tu déconnectes réellement, lorsque tu t'accordes des pauses conscientes, ton cerveau recommence à fonctionner comme il le devrait. Et ta vie te semble alors plus structurée. Et c'est ici que nous arrivons au point qui relie tout ce qui précède à ton but, investir ton énergie uniquement dans ce qui est aligné avec ce que tu veux construire. Car une fois que tu sais où tu vas, tout ce qui ne t'en rapproche pas t'en éloigne. C'est aussi simple que cela. Si tu offres ton énergie à des discussions inutiles, à des personnes qui ne savent pas la respecter, à des habitudes qui te vident ou à des projets qui ne te représentent pas, tu te retrouves sans force pour ce qui compte vraiment. En revanche, lorsque tu choisis avec intention où diriger ton énergie, chaque journée devient plus cohérente, plus alignée avec qui tu es. Avec le temps, tu comprends que prendre soin de ton énergie n'est pas un caprice, c'est une responsabilité envers toi-même. Sans énergie, il n'y a pas de clarté. Sans clarté, il n'y a pas de concentration. Sans concentration, il n'y a pas d'avancée. Prendre soin de ton énergie, c'est prendre soin de ta vie. C'est protéger ton bien-être. C'est respecter ton but. C'est poser des limites pour ne pas te perdre. Et surtout, c'est te choisir sans cesser d'être généreux envers les autres. Lorsque tu commences à agir ainsi, quelque chose en toi s'aligne. Tu te sens plus léger, plus centré, plus maître de ton temps et de ta paix. Car au final, ton énergie est ta direction. Celui qui protège son énergie protège son avenir. Et lorsque tu commences à la préserver comme quelque chose de précieux, l'étape logique suivante se présente naturellement, vers quoi vas-tu la diriger? Car cela ne sert à rien d'être reposé, plus serein et entouré de personnes qui t'élèvent si, ensuite, tu continues à agir par impulsion, sans direction, comme si ta vie n'était qu'un mode aléatoire d'une playlist. C'est ici qu'intervient quelque chose de vertigineux, avancer avec intention. Se laisser porter par l'impulsion est facile. Tu te laisses guider par l'humeur du jour, par ce que disent les autres, par ce qui t'attire sur le moment. C'est confortable, mais cela coûte cher. Très cher. Tu te réveilles un lundi, tu agis en pilote automatique, tu éteins des incendies, tu réagis aux messages, aux urgences et aux émotions des autres, et à la fin de la journée, tu es épuisé, sans avoir avancé sur quoi que ce soit d'important. Cela m'est arrivé aussi, beaucoup de mouvements, zéro direction. Avancer avec direction, en revanche, implique de décider. Cela signifie que tout n'est pas permis, que tout ne mérite pas ton temps, que tous les plans ne te conviennent pas. C'est pourquoi il est essentiel de définir un objectif quotidien qui t'approche de ta vision. Un seul suffit. Il n'a pas besoin d'être immense, héroïque ou digne d'un film. Il doit simplement être concret et atteignable. Chaque matin, demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui, même de très petit, qui me rapproche d'un millimètre de la vie que je veux. Sans utiliser ces mots, les stoïciens vivaient exactement de cette manière, ils alignaient chaque jour avec ce qui avait, pour eux, du sens. Et si tu veux continuer à avancer avec intention, tu dois aussi apprendre à évaluer ton progrès sans te détruire intérieurement. Ton esprit a cette capacité étrange de minimiser tout ce que tu fais bien et d'amplifier tout ce qui te manque. Tu fais 9 choses correctement et une seule de travers, et tu ne penses qu'à celle qui a échoué.
Avec cet état d'esprit, il est impossible de grandir. Évaluer ton progrès ne signifie pas te juger, mais t'observer avec honnêteté. C'est revoir ta journée comme on consulte une carte, je suis passé par ici. Je me suis égaré là. Demain, je peux ajuster. Sans insultes intérieures. Sans drame. Sans transformer chaque erreur en une attaque personnelle. Mais ce qui change réellement tout, c'est de faire en sorte que chaque action, même minuscule, compte. Nous avons appris à mépriser les petits efforts, parce qu'on nous a vendu l'idée que seuls les grands accomplissements ont de la valeur. Mais la vraie vie ne fonctionne pas ainsi. Ta journée se construit à partir de décisions minuscules qui s'additionnent, comme des briques. Une seule ne fait pas une maison, mais elle rend possible la suivante. Quand tu comprends que lire 5 pages, passer un appel, ranger une partie de ton espace ou noter une idée est déjà une avancée, ta relation au progrès change. Tu cesses d'attendre le grand moment, et tu commences à construire dans les petits instants. Avancer avec intention ne signifie pas vivre sous tension, ni dans l'obsession, ni en cherchant à tout contrôler. Cela signifie simplement savoir où tu veux aller et ne pas te trahir dans le quotidien. Cela signifie que, même si tes pas sont parfois maladroits, ils pointent dans la même direction. Cela signifie que ton énergie, ton temps et tes décisions commencent à viser un seul et même endroit. Et alors, presque sans t'en rendre compte, un jour, tu regardes en arrière et tu vois quelque chose que tu ne voyais pas auparavant, tu n'es plus là où tu étais. Non pas parce que la vie a été miraculeuse, mais parce que tu as cessé d'avancer au hasard et que tu as commencé à avancer avec sens. Car au fond, avancer ne signifie pas courir. Cela signifie savoir où l'on va. Celui qui marche avec intention va plus loin que celui qui court sans but. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires, mon but commence là où mes excuses se terminent. Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire, afin que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles à des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je te suggère aussi de consulter les 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. À très bientôt pour notre prochaine aventure.